Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concept de résilience alimentaire afin d'en comprendre la notion et ses implications en matière de développement territorial. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui de recevoir Hermine Chambardelot, qui a accepté notre invitation et qui apportera cette expertise sur cette notion. Hermine, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup Hugo, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Qui je suis? J'ai une quarantaine d'années, j'habite à Nantes, j'ai 4 enfants. Retour aux sources après une grosse dizaine d'années à l'étranger et une formation plutôt j'ai un DESS en transport internationaux et j'ai principalement travaillé effectivement dans la logistique et le transport maritime essentiellement. Et aujourd'hui, je suis donc la déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire. Merci beaucoup, Hermine. On peut donc commencer ce webinaire par présenter le Conseil national de la résilience alimentaire et cette notion de résilience alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est le CNRA, ses activités, son ambition, ses objectifs? Tout à fait. Alors, en quelques mots, ça va être dur parce que je pourrais parler 10 heures, mais promis, je vais ménager votre déjeuner, comme dit Hugo. Le CNRA, donc, c'est une association d'intérêt général qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant par des entrepreneurs qui se sont réunis juste après le premier confinement, finalement, sur 2 constats. Le premier constat, c'est qu'il y a un énorme gap qu'on constate tous aujourd'hui entre les attentes des citoyens, les discours des politiques, le désir, en fait, tout simple d'une alimentation plus saine, plus locale, plus respectueuse de l'environnement. Et puis, ce qu'on constate vraiment dans le panier de la ménagère, dans le caddie, on a très peu de produits locaux, on n'a finalement pas tant de bio que ça, ou alors le bio, il est vraiment très, très loin. Enfin, donc, il y a ce premier constat-là. Et le deuxième constat, en regard de celui-ci, c'est de dire que pourtant, et il y a énormément de solutions, d'initiatives, d'innovations publiques, privées, citoyennes, territoriales qui répondent aux enjeux de la résilience alimentaire. Donc, pourquoi est-ce que dans le caddie, il n'y en a pas plus en proportion? Donc, ça, c'est l'origine de la création du CNRA. On s'est dit, donc, quand on s'est réunis autour de la table, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on réponde à ces enjeux-là. Et on a posé 2 valeurs fondamentales, on va dire, pour agir, qui sont d'être dans le et dans l'action. Donc, dans le et, ça veut dire quoi? C'est EET, c'est par opposition au ou. Ça veut dire qu'on a pour intention de travailler avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, comme on dit, mais aussi verticalement avec les collectivités, avec la recherche, avec l'enseignement, avec les think tanks. Et dans l'action, donc le CNRA n'est pas un think tank, n'est pas un lobbying. L'objectif du CNRA, c'est d'accompagner le passage à l'échelle de ces solutions qui répondent aux enjeux. On est créé en collège pour représenter justement ces différents acteurs. On a 6 collèges, donc agriculteurs, citoyens, solutions locales, donc c'est ceux qui travaillent à l'échelle d'un territoire, par opposition aux grandes entreprises, institutions, élus et collectivités. Et puis, bien sûr, des experts. Et puis, donc, avec cette mission d'accompagner la résilience alimentaire des territoires. Donc, je vous présente ce que c'est que la résilience alimentaire. La définition, on va dire, que l'on a choisie, c'est une chercheuse suissesse, si je ne me trompe pas, c'est la capacité des systèmes alimentaires et donc des territoires à nourrir leur population de façon adaptée, de façon accessible à tous et de façon suffisante. Et ça, bien sûr, dans un contexte latent de changement climatique, mais aussi dans un cadre de crise à répétition, que tous les experts s'accordent à dire qu'elles vont être non seulement plus fréquentes, mais aussi plus violentes. Donc, on en vit en ce moment, qu'elles soient pandémiques comme le Covid, qu'elles soient conflits armés comme la guerre en Ukraine, ou la sécheresse en France, les dômes de chaleur en Inde, les inondations aux Antilles ou la famine à Madagascar pour faute de récolte. Donc, voilà la définition de la résilience alimentaire. Vite fait. On va peut-être approfondir un peu cette question-là, parce qu'elle est évidemment passionnante. Peut-être, Hermine, peut-on aborder un peu les grands principes autour de la résilience alimentaire? Je vais également projeter un support qui accompagnera peut-être votre propos, de façon à ce que l'ensemble des participants puissent bien saisir quelles sont en fait les composantes de cette notion de résilience alimentaire.
Ouais, bien sûr. Quand on parle résilience alimentaire, souvent on dit ah oui, en fait, tu travailles pour les circuits courts. Alors oui, c'est vrai, c'est une partie, mais c'est loin d'être le seul élément de la résilience alimentaire. Merci Hugo pour le partage. Effectivement, vous avez sous les yeux des principes qui ne sont pas de moi, mais que j'ai complétés et que je trouve vraiment très pertinents, qui sont proposés par Pablo Servigne sur la résilience alimentaire. Donc, vous voyez la primauté du local. On parle de relative autonomie alimentaire et non pas d'autarcie. On est vraiment très loin de ces enjeux. L'idée, c'est absolument pas un repli sur soi, parce que dans la logique de résilience alimentaire, il y a aussi, c'est le dernier, mais je le mets en lien tout de suite, l'enjeu de la coopération et donc de la collaboration entre les territoires. Le deuxième principe qui est très important, c'est la diversité à la fois des acteurs et des productions. Il se trouve que dans le cadre d'ateliers que j'ai organisés fin d'année, début d'année 2022, là, il y avait notamment une chercheuse de l'INRAE que vous connaissez peut-être qui s'appelle Yuna Shifolo, et on avait organisé un atelier sur la diversification. C'est un point dont on parle très peu, qui n'est malheureusement pas très bien enseigné non plus à l'école et dans les formations au-delà, parce que on parlait avec Hugo juste avant de commencer du système que l'on a actuel, qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale, en fait, et de l'enjeu de nourrir la population avec un partage des compétences, un partage des tâches, tout simplement. Et donc, on est arrivé à un système qui est très uniformisé, et cette standardisation rend les territoires extrêmement vulnérables. On s'en doute bien, si mon territoire entier produit la même chose, que ce soit des céréales ou de l'arboriculture, il y a un épisode de grêle ou de sécheresse, c'est la totalité de ma production qui est attaquée. Donc, il y a vraiment un besoin à l'échelle d'un territoire d'appuyer sur une vraie diversité, à la fois des acteurs, mais aussi des productions. Le troisième principe, c'est d'avoir un système décentralisé et aussi modulaire, donc bien évidemment ça va avec l'enjeu de diversification, pour assurer une relative étanchéité des systèmes et des territoires dans leur système alimentaire, dans l'alimentation de leur population tout simplement, pour éviter que des crises deviennent systémiques. Je vous prends un exemple qui est assez parlant. Aujourd'hui, on travaille les semences, on travaille les races animales, on travaille, etc., pour avoir la semence, la race qui soit la plus performante, la plus productive. Mais du coup, quand il y a un virus, par exemple, qui attaque la grippe aviaire, par exemple, voilà, tout simplement, qui attaque une race, qui attaque une production, eh bien, ça fait effet boule de neige et toute l'exploitation est attaquée de plein fouet, puisque finalement, ce sont des clones qu'on a développés. Et comme ils sont tous identiques, le virus les attaque de la même façon. Alors que si on a une vraie diversité, ou alors si on a une relative cloison entre les systèmes, quelque part, le virus peut achoper à un début de frontière et ne pas devenir complètement systémique. L'avion a embarqué les virus. Le Covid, le premier, il nous vient a priori de Chine. On est quand même très, très loin. Donc, voilà, c'est un peu cet enjeu-là. Ça, c'est un exemple avec les virus, mais il y en a d'autres qui sont plus localisés, bien sûr. Le quatrième principe, c'est que la résilience alimentaire s'appuie sur une notion de cycle. Donc, on peut parler d'économie circulaire, mais le sous-jacent à tout ça, c'est bien sûr comment est-ce qu'on peut faire de nos déchets une ressource et non pas une pollution. On entre là-dedans dans la notion aussi d'énergie. Bon, ce n'est pas le topo d'aujourd'hui, mais c'est évidemment très important. Aujourd'hui, 80% de nos déchets à peu près sont pour moitié incinérés et pour moitié ensevelis, enterrés. Alors que plus ça va, plus on sait comment les trier, les recycler, les réutiliser. Donc, c'est vrai, je comprends tout à fait que dans la Startup Nation d'Emmanuel Macron, ce soit bien plus sexy d'inventer un nouveau processus hyper innovant que d'aller simplement dire qu'on va boucher les tuyaux d'irrigation ou recycler les déchets. Mais pour autant, dans notre vision, ça fait vraiment partie des principes fondamentaux de
ça ne sert à rien d'innover et des trucs complètement extraordinaires si sur notre base, sur nos fondamentaux, on est instable et on n'est pas donc résilient. Voilà le quatrième. Le cinquième, la transparence. Donc, on le sait, hein, les labels, les notes, etc. Tout ça, ça émerge de partout. Quelle est la vocation de toutes ces appellations et de tous ces labels? C'est bien de donner de la visibilité à ce qui arrive dans notre assiette. Moi, je trouve que c'est assez triste régulièrement d'entendre de la part d'agriculteurs, alors plutôt de grandes surfaces, hein, plutôt que des maraîchers qui font de la vente directe, ça c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui m'expliquent qu'ils n'ont aucune visibilité sur le produit qu'ils ont récolté, donc quel qu'il soit, hein, du blé par exemple. Ils ne savent pas où ça va, ils ne savent pas comment ça va être transformé, ils ne savent pas au final combien l'acheteur va l'acheter, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont toucher dans leur poche. Ils ne savent pas qui va le consommer, si c'est le voisin le plus proche ou si c'est à l'autre bout du monde. Donc, il y a un vrai besoin de transparence. Et si je refocus sur le côté résilience locale, en fait, l'idée, c'est aussi que derrière, plus on a de transparence, plus on est en capacité de réagir et de s'organiser. Je prends un petit exemple tout bête, mais pendant le Covid, on n'avait plus de masques. Et ben c'est Dim qui fait des slips toute la journée qui s'est transformé en producteur de masques. Ou ce sont les entreprises de parfums qui ont proposé de faire du gel hydroalcoolique, ce genre de choses. Donc, en fait, ça permet vraiment à la fois la réactivité et à la fois l'auto-organisation. Et enfin, le dernier principe, c'est effectivement la coopération plutôt que la compétition. Et puis aussi avec un enjeu qui est malheureusement dans notre système très globalisé a tendance à être un peu oublié, c'est qu'il est fondamental de remettre l'homme au cœur du dispositif. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour se nourrir. Et on nourrit quoi? On nourrit l'homme. Et les machines, les visios, les ordinateurs, c'est génial. Mais au final, c'est nous qui consommons. Donc, voilà, un enjeu à remettre les acteurs connectés avec leur territoire. Je recommence. Merci Hermine pour ce tour d'horizon autour de la notion de résilience alimentaire. Peut-être pour donner un peu à voir comment au sein du CNRA vous l'avez déployé, pourrais-tu nous présenter le baromètre territorial de la résilience alimentaire, nous en dire un peu plus sur cet outil qui est une invention en fait, du CNRA et que vous avez déployé pour essayer de prendre conscience à l'échelle des territoires comment ces territoires étaient préparés ou non à la question de la résilience alimentaire. Tout à fait. Alors, finalement, ce n'est pas tellement une invention. Comment est-ce qu'est née cette idée du baromètre au sein du CNRA? Elle est née en fait très rapidement parce que sur un principe un peu de base qui dit pas de progrès sans mesure, d'où est-ce qu'on part pour savoir où est-ce qu'on va et surtout comment on y va. Et à cette époque-là, donc il y a un an, tout le monde disait, mais en fait, il faut libérer la donnée agricole, on manque de données, etc., etc. Et donc, à l'occasion d'ailleurs de la première journée parlementaire qu'on a organisée l'année dernière, il y a dans la foulée une proposition de loi qui a été faite pour justement libérer cette donnée. Mais au-delà de ça, le constat, c'était de dire que c'est vrai qu'il manque certaines données, mais il y a aussi beaucoup de données. Il y a aussi beaucoup d'indicateurs, de référentiels. Finalement, il y en a pas mal, mais elle est très éparpillée, elle n'est pas harmonisée. Et donc, précisément, l'objectif de ce baromètre, c'est d'en faire un outil de pilotage pour les collectivités, pour les acteurs, pas que pour les collectivités d'ailleurs, pour tout le monde. Et pour que l'idée, c'est d'harmoniser, de mettre en valeur, de rendre lisibles des indicateurs qui existent, de les harmoniser pour que, en regard, les territoires s'en saisissent et surtout pour comment est-ce que ça peut être un outil de passage à l'action, c'est qu'en regard des indicateurs, l'idée, c'est de proposer la mission du CNRA, donc des solutions concrètes, opérationnelles, plug and play, comme on dit, pour pouvoir réellement passer à l'action concrètement dans les territoires. Merci pour cette présentation. Peut-être si on prend un peu de recul sur l'un des intérêts de ce baromètre, qui est de dresser autour du concept d'une ambition un peu un constat
on sent autour de l'ADN en fait, du CNRA cet objectif de réussir à créer des collectifs pour adresser des enjeux très différents selon les territoires. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses nous partager ta vision, en fait, quelque part, de l'ensemble des enjeux que doivent traiter les territoires quand on parle de résilience alimentaire. Ouais, tout à fait. Et en même temps, donc si je repars un tout petit peu en arrière, c'est l'objectif du CNRA, il va à double sens. Donc bottom-up et top-down, comme on dit vulgairement en anglais. Donc l'idée, c'est à la fois d'adresser les enjeux de la résilience alimentaire. Justement, je vous ai présenté ces principes-là, mais c'est aussi de donner les clés de lecture pour avoir les outils pour agir. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train de lancer, là, dans les semaines, mois à venir, avec AFNOR Normalisation, un référentiel. En fait, ils appellent ça une spec. Ce n'est pas une norme, c'est une pré-norme. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus agile et absolument pas contraignant. Mais l'idée, c'est que ce soit plutôt un cadre de bonnes pratiques à destination des collectivités pour qu'elles puissent avoir une approche. Parce que depuis donc 1 an et demi, presque 2 ans, en fait, que le CNRA est créé, pour ma part, j'ai dû échanger, je pense que je suis à pas loin de 1000 entretiens avec tout un tas de personnes différentes. Et s'il ressort que la bonne nouvelle, tout le monde en fait veut se mobiliser pour la résilience alimentaire, il ressort aussi que beaucoup me partagent le fait de dire je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas très bien quoi faire, ou alors je fais ça, ça et ça, mais il n'y a pas forcément de lien entre toutes mes actions. Et du coup, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de système, et s'il y a un trou dans la raquette, donc il n'y a pas de résilience. Donc l'idée, c'était effectivement d'un côté de donner ce cadre de bonne pratique et de l'autre côté de donner une approche très pragmatique, donc accompagner le passage à l'échelle des collectivités en leur donnant des outils concrets. Et ah oui, alors merci pour cette partage. Donc là, vous pouvez voir visuellement sur le cadre du haut sont listés en fait 7 enjeux que au sein du CNRA, on a un petit peu découpé pour pouvoir accompagner justement les collectivités et les acteurs des systèmes alimentaires en général à passer à l'action. Donc, c'est ce cadre un peu de bonne pratique. Donc, si je commence par en haut à gauche, le premier enjeu, ce qu'on a intitulé « Ressources et bien commun », évidemment, on n'a rien qui pousse si on n'a pas un minimum un sol, avec tous les enjeux d'avoir un sol vivant, parce qu'un sol qui est mort, on doit alimenter avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'intrants. Il nous faut de l'eau, il nous faut de l'énergie accessible et pas trop chère. Hein. On l'a bien vu au début du conflit en Ukraine, il y a des hectares et des hectares de maïs qui sont restés sur pied parce qu'il faut du gaz pour traiter le maïs derrière et qu'il était trop cher, tout simplement. Donc, il faut un minimum de biodiversité, un climat adapté. On ne va pas faire pousser des tomates dans le désert. Enfin, bref. Donc, ça, c'est le premier enjeu qui n'est pas très facile à adresser, mais pour autant, il y a des solutions qui existent. Si je vais dans le cadre jaune au milieu, on se situe au niveau d'une exploitation agricole, au niveau d'une ferme. Évidemment, et ça, je pense que tous autour de la table, on est d'accord là-dessus, le premier enjeu, c'est la transmission. Transmission et l'installation des nouveaux agriculteurs, avec pas mal de points à voir. On le sait, il y en a 3 qui partent à la retraite pour un seul qui est remplacé. Il y a beaucoup de NIMA, non issus du monde agricole, qui arrivent aussi sur ces exploitations. Donc, il y a un enjeu de formation, d'accompagnement, de financement. Deuxième enjeu sur l'exploitation, c'est la diversification. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans les piliers, effectivement, de la transition alimentaire. Je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier permet d'être plus résilient. Troisième enjeu, c'est la transition. Donc, ça fait le lien avec le premier sur la durabilité des sols, avoir une eau non polluée. Aujourd'hui, 92% des cours d'eau en France ont des traces de pesticides. C'est colossal. Donc, la transition, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner les écosystèmes agroalimentaires à des fermes plus durables. Comment est-ce qu'on préserve la biodiversité? Comment est-ce qu'on adresse le sujet de la pénibilité? Parce qu'il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière. Hein. C'est très bien la technologie si elle est utilisée à bon escient. Comment est-ce qu'on met en place des pratiques d'agroécologie ou agriculture régénérative? Donc ça, c'est un véritable enjeu. Donc, il y a sur ce sujet-là beaucoup de formation.
Et pareil, il y a des solutions, il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent. Il n'y en a pas assez, donc on continue à informer, mais il y en a beaucoup. Si on va sur la droite, il y a 2 blocs, donc transformation et distribution. L'objectif, c'est que, là, je vais être complètement caricaturale, mais en gros, entre la MAP et la GMS, il n'y a pas beaucoup d'outils de taille intermédiaire dans les territoires. Entre le chevrier dans la Creuse qui fait ses petits fromages de chèvre qui vend tous en direct et il n'a pas de problème pour les vendre, et Danone qui a son usine de Danette qui tracte toute la production laitière de la région de Lyon et qui redistribue ces danettes dans l'Europe entière. Voilà, je caricature, bien sûr, encore une fois, mais il n'y a pas beaucoup d'outils de taille intermédiaire qui soient connectés à leur territoire. Parce que vous allez me dire, en Bretagne, on a beaucoup de PME agroalimentaires, et c'est vrai, mais il y a un projet, un enjeu de connecter ces productions et ces outils de transformation et de distribution au territoire. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et puis, en bas du premier cadre, évidemment, en sous-jacent à ces 6 premiers points, c'est ce que je disais aussi quand on parlait de circularité, de cycle, en fait. C'est comment est-ce qu'on met en place des boucles efficientes d'économie circulaire et comment, du coup, le corollaire, c'est comment est-ce qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi, et c'est très important pour nous au CNRA, comment est-ce qu'on accompagne les acteurs de l'aide alimentaire. N'oublions pas que 2021, 10% des Français ont eu recours à l'aide alimentaire. Donc, c'est un enjeu qui est fondamental. Donc, voilà un petit peu en transversal. Et puis, je le rajoute parce que très souvent, je suis interpellée sur les 3 petits enjeux qui sont en dessous, qui sont pour nous, finalement, des outils qui doivent être présentés au service de ces enjeux-là et non pas comme un but en soi. La technologie, par exemple, ça ne fait pas de sens que ce soit un but en soi. Par contre, ça ne fait pas de sens non plus de s'en passer. Aujourd'hui, dans maints aspects de production, il faut avoir recours à la technologie. Donc là, il y a les enjeux de formation, les enjeux de logistique et les enjeux de technologie agroalimentaire. Donc ces trois outils-là doivent être au service du développement de la résilience alimentaire des collectivités. Merci Hermine. On sent bien à travers un peu cette présentation de tous les enjeux quelque part à adresser autour de cette question de la résilience alimentaire qu'il s'agit à la fois d'un sujet, on va dire, quasiment vital pour une société humaine, sa capacité à se nourrir, mais également un sujet quelque part économique, de développement économique territorial, puisque on retrouve en fait à travers ces modèles une manière d'organiser la production agricole et alimentaire, une manière d'organiser la transformation, la consommation. Et donc, peut-être pour cette seconde partie de présentation, on pourrait s'intéresser un peu à la question purement économique, c'est-à-dire, en fait, pourquoi aujourd'hui, on doit être obligé, en fait, en réalité, de penser le développement d'offres économiques autour de la résilience alimentaire. Ou plutôt, dit autrement, quels sont les enjeux autour du développement d'une économie qui contribuerait à la résilience alimentaire sur les territoires. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, si je pars un peu d'un point de vue entonnoir, on va dire, on le voit au niveau global. C'est un peu ce que je disais au début. On a aujourd'hui un système agroalimentaire qui est très, très globalisé. Donc, quand l'Inde ferme ses frontières aux exportations de blé, les marchés s'affolent complètement. La tonne de blé a été à 500 € de la tonne pendant plusieurs minutes. C'est dire, alors que normalement, on est plutôt autour de 180 ces dernières années. Juste pour une histoire de marché qui s'affole. Donc, et pourquoi il y a un enjeu là-dessus, c'est que ne nous y trompons pas, en fait, on a besoin d'un agriculteur 3 fois par jour, alors qu'effectivement, un avocat, un architecte, un médecin, on espère que ce n'est pas trop souvent. Donc, l'enjeu est colossal, évidemment, et il est éminemment transversal, donc propre à tous les territoires, et il doit être adressé à tous les niveaux. Puisqu'il est propre à tous les territoires, il doit être adressé à tous les niveaux. Le postulat du CNRA, c'est clairement pas de dire
replions-nous sur nous-mêmes, travaillons uniquement les circuits locaux de proximité et faisons l'impasse sur toutes ces industries agroalimentaires et ces lobbies qui, en fait, n'en ont rien à foutre du paysan rural. C'est absolument pas ça le sujet. Le CNRA veut vraiment se poser en trait d'union entre le local et le global. Entre, je prenais l'exemple de Chevrier de la Creuse, mais aussi le producteur céréalier de la Beauce qui exploite des centaines d'hectares. Comment est-ce que ces mondes peuvent cohabiter? Comment est-ce qu'on peut casser l'approche en silo que l'on a, à la fois sur la chaîne de valeur, parce que c'est clair que quand on est dans la production, on n'est que dans la production, on ne regarde pas tellement l'amont, on ne regarde pas tellement l'aval, seulement sur les liens qui sont évidemment éminemment importants de d'où viennent mes intrants et où sortent mes produits. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner cette lecture transversale pour que les décisions propres à chaque acteur, quel que soit son maillon de la chaîne, soient prises en connaissance de cause pour pouvoir participer à l'amélioration du système global. Donc, comme je disais, l'approche, elle est à plusieurs niveaux. Donc, d'un point de vue, si je pars du plus large pour aller vers le plus local, d'un point de vue géographique, pour le coup, l'enjeu de la résilience, c'est de se dire l'Inde ferme ses frontières aux exportations de blé, je suis importateur net de blé, je ne suis pas en panique, je vais y arriver parce que j'ai anticipé, parce que j'ai mis en place des solutions qui vont faire que je vais pouvoir trouver d'autres sources d'approvisionnement. Alors, et encore une fois, nous on dit tout le temps, le futur n'est pas rupture. Donc, il y a énormément de choses qui marchent très, très bien aujourd'hui. Et s'il y a une chose qui marche plutôt globalement bien, d'où la réaction des marchés, d'ailleurs, sur le blé dont je parlais, c'est qu'on a une approche en pelure d'oignon. Aujourd'hui, on est très fort sur l'horizontale. Et globalement, les marchés, quand je ne trouve pas de blé en Inde, je vais aller voir en Ukraine. Et pourquoi est-ce que les marchés se sont envolés? Parce que justement, l'Inde et l'Ukraine, ça fait beaucoup. Donc, du coup, je vais voir en France. Et donc, la France, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe et ce qui s'est passé, enfin, qui se passe depuis un certain temps. La demande, notamment de pas mal d'acteurs de la France, de dire, mais en fait, il faut lever les contraintes parce que là, ponctuellement, on a besoin de produire plus parce qu'il y a plus de demandes en face. Donc, ça, c'est une approche qui est positive et qui fonctionne. Mais le problème, c'est elle n'est vue que dans cette approche-là. On n'a pas l'approche transversale qui va, entre guillemets, couper toutes les couches de l'oignon là pour pouvoir travailler aussi avec cette approche verticale et créer des liens entre les acteurs du territoire. Et c'est tout l'enjeu du CNRA de dire qu'en créant, en capitalisant encore une fois sur les acteurs du territoire et en les reconnectant à leur territoire, on va être en capacité d'identifier les trous dans la raquette. Donc, je vous prends un exemple, parce que je trouve que les exemples, c'est toujours plus parlant. Dans l'Est, une petite commune qui s'appelle Sarrebourg. J'ai échangé plusieurs fois avec notamment des acteurs qui portaient le PAT du territoire. Ils ont une recette locale qui utilise énormément de crème fraîche. Et puis, ils ont aussi des éleveurs. Et voilà, la déconnexion par essence, toute la crème fraîche est importée et toute la production laitière des éleveurs du territoire est exportée. Donc, leur besoin, c'est évidemment de mettre en lien l'amont et l'aval, et il leur manque le maillon central au milieu. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est de l'investissement industriel, c'est extrêmement onéreux, etc. C'est vrai que l'industriel est beaucoup plus capitalistique, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une usine d'Annette pour l'Europe entière. C'est certain. Mais on a un enjeu à se reconnecter dans les territoires parce qu'on le sait, le renchérissement du coût de l'énergie va faire que finalement, ce qui était très marginal de consommer des produits de l'autre bout de la planète va se renchérir de plus en plus, et ça, on le sait, du fait du coût de l'énergie, entre autres. Et l'idée, c'est de dire, mais il y a des solutions, il y a des porteurs de projets qui développent des outils semi-industriels qui répondent aux enjeux d'un territoire. Alors, peut-être que c'est trop petit pour votre usine de produits de crème fraîche, mais l'enjeu, ça va être de dire, vous avez développé un PAT
projets alimentaires territoriaux, pour ceux qui ne sauraient pas, avec les partenaires, avec les territoires partenaires du coin, bah, est-ce que vous ne pouvez pas, entre guillemets, mettre en commun vos ressources, mais à l'échelle de ce territoire-là? Donc, voilà un petit peu l'approche du CNRA. Et donc, si je retourne à ta question, pardon, j'ai mis du temps à y répondre, Hugo, mais qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que ça va apporter d'un point de vue économique plus concrètement sur ce territoire? Voilà, vous avez la réponse directe. Déjà, ça va apporter de l'emploi, tout simplement. Ça va apporter aussi de la valeur ajoutée. Et si je prends un autre exemple, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a un siècle, on avait, je crois, 200 000 moulins en France. Aujourd'hui, on n'en a plus que 400. Les consommateurs de farine ont bien compris comment ça marchait avec cette histoire de pelure d'oignon, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah, en fait, c'est mieux que moi, en Égypte, je crée un moulin parce que finalement, j'ai de la ressource pour le créer, mon moulin. Mais par contre, mon blé, je vais aller le chercher en France. Donc, la France, au lieu d'exporter de la farine, elle finit par exporter du blé. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment remettre de la valeur ajoutée dans les territoires? Donc, ça va permettre, c'est tout l'enjeu de la diversification encore. Comment est-ce qu'on peut redonner plus de rémunération, une rémunération surtout plus juste, qui soit plutôt basée sur les produits que j'ai pu vendre plutôt que des subsides de la PAC qui obéissent à un cahier des charges qui est très important. Donc, de la valeur ajoutée, de l'emploi, mais aussi un aménagement du territoire, évidemment, parce que c'est l'histoire comment on appelle ça, des haies. C'est l'histoire des haies, ça c'est typiquement l'aménagement du territoire. On parle d'exploitation, méga-exploitation, où on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était pratique pour faire passer les machines, sauf que maintenant, la biodiversité, on ne l'a plus. Et donc, du coup, on remet des haies, par exemple. Mais c'est aussi aménagement du territoire, aménagement urbain, parce que la résilience alimentaire, on a des exemples dans l'histoire, pas que de France, du monde aussi, alors je ne cherche pas à ce que ça nous arrive demain, mais de villes qui ont résisté à l'envahisseur parce qu'il y avait des potagers urbains, en fait, tout simplement. Et puis, au-delà de la fonction nourricière de l'agriculture urbaine, il y a une fonction mais sociétale qui est énorme, sociale, recréer du lien entre les acteurs, remettre du lien autour de l'alimentation, remettre de la valeur sur un patrimoine alimentaire, mais aussi agricole. Et puis, le dernier enjeu qui n'est pas des moindres, c'est un enjeu de santé. Parce qu'en fait, on fait tout ça pour quoi au final? Pour se nourrir. Mais comme je ne sais plus qui le disait, notre meilleur médicament, c'est vraiment notre alimentation. Donc, si on mange sainement, on a moins besoin d'avoir recours à un médecin, un médicament. Et puis, le corollaire, c'est qu'au final, on creusera moins le trou de la sécurité sociale. Merci Hermine. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'on voit qu'avec cette notion de résilience alimentaire, en fait, on est littéralement au carrefour de beaucoup d'enjeux de société qui croisent à la fois des questions économiques, des questions géoéconomiques, géopolitiques et des questions très sociétales et sociales. Donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet passionnant. Peut-être pour donner à voir, et ensuite on passera à la séance de questions-réponses avec les participants, donner à voir un peu les projets portés par le CNRA pour favoriser, on va dire, cet échange de bonnes pratiques, pour favoriser à l'échelle des territoires la mise en place de dynamiques assez positives autour des questions de résilience alimentaire. Est-ce que tu pourrais peut-être nous illustrer un peu cela? Oui, tout à fait, avec plaisir. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'un projet qui est en train d'émerger avec pas mal d'acteurs autour de la table, qui s'appelle les guildes. Donc, une guilde, vous connaissez sans doute ce mot du Moyen-Âge qui définit finalement le regroupement d'artisans qui vont s'entraider à l'époque médiévale, mais aussi aujourd'hui, c'est une guilde dans les jeux vidéo, ce sont des joueurs qui jouent ensemble et qui s'entraident. Donc, on aimait bien cette approche généreuse finalement pour trouver ce mot-là. La guilde, c'est quoi? La guilde, c'est un écosystème, c'est une réunion d'acteurs qui appartiennent physiquement à un territoire défini et qui se regroupent pour faire émerger des projets en faveur des circuits de proximité alimentaire sur leur territoire. Donc, en quelque sorte, c'est un guichet unique
pour pouvoir être résilient sur mon propre territoire. Quand je dis une réunion d'acteurs, c'est des vrais gens, hein. C'est vraiment les gens du coin, du cru. Pour fonctionner, la guilde s'appuie sur deux leviers principaux. Le premier levier, ça va être d'adosser la guilde à une plateforme, on va dire, digitale, qui va référencer des projets, des solutions qui marchent, qui sont opérationnelles, qui font leurs preuves et qui sont un peu plug and play, quoi, que la guilde du territoire va pouvoir sélectionner pour pouvoir justement combler les trous de la raquette de son système alimentaire. Et donc, typiquement, l'exemple que je prenais dans l'Est, c'est une solution de transformation du lait en crème fraîche. Bon, bien sûr, ce n'est pas aussi simple parce qu'il y a des coproduits, etc., mais néanmoins, ça fait partie du traitement. Le deuxième levier, c'est que cette plateforme aussi propose des solutions de financement pour pouvoir accompagner ces projets-là. Et le troisième point qui est fondamental dans la logique de remettre de l'humain dans tous nos enjeux, c'est que les projets seront pilotés par un animateur, un chef de projet, en fait, qui va s'assurer que le projet aille vraiment à son terme et qui va permettre donc de faire le lien avec les PAT, avec les conseils locaux d'alimentation du territoire pour dire, bah voilà, c'est super, vous avez… parce que dans le process, en fait, qu'on a imaginé pour ces guildes-là et qu'on est en train de monter, il y a un premier niveau qui est vraiment une sorte d'audit flash au travers du baromètre, notamment du territoire en question, pour pouvoir dire bah, pas de progrès sans mesure, hein, d'où est-ce qu'on vient pour savoir comment est-ce qu'on va à notre objectif. Et donc souvent, il y a de plus en plus de PAT sur les territoires qui commencent par cet état des lieux. Et l'idée, c'est justement de profiter directement de façon opérationnelle de cet état des lieux, puisque les acteurs auront été pour partie réunis autour de la table. Sur cette base-là, la deuxième étape, c'est d'identifier vraiment un projet de territoire. Donc, ça va être quoi? Je ne sais pas, moi, je prends des exemples, mais ça va être la création d'une filière, une micro-usine de transformation, la mise en place d'une ferme plutôt agroécologique. Enfin, il y a beaucoup de projets de territoire. L'idée, ce n'est pas de les faire tous en même temps, mais c'est de les traiter a priori plutôt un par un pour s'assurer qu'ils aillent vraiment à son terme. Et puis, l'idée, c'est que donc au travers de cette cartographie des acteurs, hein, qu'elle soit initiée ou totalement faite par un PAT ou accompagnée par le baromètre, c'est qu'on puisse vraiment mettre en place ce projet en capitalisant sur les acteurs du territoire. Hein, donc, on a cette cartographie-là. S'il y a déjà quelqu'un qui a monté, qui fait déjà un peu de transformation de crème fraîche, par exemple, pour reprendre toujours mon exemple, bah, c'est l'idée de lui dire, bah, écoute, là, toi, tu produis 1 tonne. Pour notre usine, on a besoin de 10 tonnes. Est-ce qu'on peut accompagner ton passage à l'échelle? Oui ou non? De quoi tu as besoin? Et puis, du coup, on va aller chercher sur cette plateforme de quoi répondre à ces besoins-là. Et puis, bien sûr, on va mettre en place le financement du projet. Donc, on est en train de détailler ça. Il y a pas mal d'étudiants qui avancent avec nous sur le projet. Et derrière, on va suivre le projet jusqu'au bout. Et on va même au-delà, puisque dans ce qu'on est en train de poser avec notamment certains partenaires, c'est vraiment d'avoir un suivi avec des KPI, hein, comme on dit, le suivi de l'impact sur le long terme. Puisque je vous le redis, notre objectif, le CNRA, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour que dans le CADI, il y ait beaucoup plus de projets résilients. D'accord, donc vraiment une approche à la fois centrée sur l'animation, quelque part, dans lequel le baromètre territorial permet de construire un point de départ, des objectifs et une feuille de route pour avancer collectivement. Et ensuite, une approche très projet par projet, dans lequel on va essayer de trouver une solution qui permet d'avancer vers la résilience alimentaire sur le territoire en travaillant tous les sujets en fait, autour du projet, c'est-à-dire, on va dire, qui est le porteur, de quel projet on a besoin, est-ce qu'on peut aller chercher une solution déjà existante pour être sûr qu'elle puisse fonctionner, et ensuite, comment est-ce qu'on le finance. Je vous propose de passer à la deuxième partie du webinaire. Alors, avec commencer par une première remarque de Bénédicte Bonzi.
sur les 6 principes de la résilience alimentaire et sur la sur la nécessité de recréer des stocks, il y avait une remarque qui était de dire peut-être qu'au-delà des stocks, en fait, c'est peut-être des réservoirs de biodiversité in situ qu'il faut être capable de recréer, notamment pour favoriser la capacité nourricière de partout et pas seulement, on va dire, des stocks alimentaires. Je ne sais pas Euh, si… Oui, alors je suis complètement d'accord. C'est complémentaire, peut-être que sur la slide, c'était trop réducteur. Mais néanmoins, il y a quand même un enjeu sur les stocks. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours fait des stocks. On est passé de… C'est comme ça qu'on s'est sédentarisé d'ailleurs, hein. Et aujourd'hui, la France particulièrement n'a plus de stock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'annonce il y a quelque temps de Franprix, c'était il faut que tous les 3 jours, ils reviennent dans mon magasin. Donc en fait, on est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à peu près 3-4 mois de stock dans les celliers des gens, à aujourd'hui à peine 3 jours. Et c'est vrai que la gestion des stocks n'est pas du tout de loin le seul enjeu, mais il est fondamental et c'est même un enjeu de sécurité nationale. Le Haut Commissariat français à la résilience nationale, qui s'appelait autrefois Haut Commissariat français à la défense nationale, à la sécurité nationale, pardon, à la sécurité nationale, il s'est donc rebaptisé résilience. C'est la preuve en fait par A plus B que c'est quand même très important parce que on le voit, alors on sait toujours s'en sortir et on est quand même en France particulièrement résilient, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À Madagascar, par exemple, on parle de faim, de famine, de gens qui meurent tous les jours à cause de la faim. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs en France, mais ça fait la 4e année consécutive qu'ils n'ont pas suffisamment de récoltes et on meurt de faim. Donc quand même, le stock, on n'est pas forcément obligé d'être à 3 mois. Mais les pays européens ne sont pas à 3 jours. Je crois qu'en Allemagne, on est à 10 jours. Il me semble qu'en Suisse, on est à 3 mois. Ou 3 semaines en Suisse. Enfin, voilà. L'idée, c'est quand même de revaloriser ça. Et d'ailleurs, ça fait partie du plan, alors je ne sais plus comment s'appelle ce plan, mais un plan européen qui roule sur les 2 prochaines années. Et la gestion de l'enjeu des stocks est au cœur du sujet. Effectivement, on sent que culturellement, il y a quelque chose, on passe d'un système à l'autre. Effectivement, le flux tendu ne fonctionne plus, on va dire, sur cette question. J'ai une question de Sarah qui est relative en fait, à la capacité à embarquer en fait, tout le monde dans un projet de résilience alimentaire. On vient de le dire, hein, parler de résilience alimentaire, c'est changer des habitudes, c'est changer des pratiques, c'est changer des modèles, c'est changer des représentations mentales autour de ce que les systèmes, on va dire, agroalimentaires tels qu'on les a imaginés. On sait que le changement, c'est un sujet un peu difficile. Les gens n'ont pas naturellement envie de changer. Comment est-ce qu'on fait? Donc, comment est-ce que le CNRA s'y prend tout simplement pour essayer d'embarquer tout le monde et de dépasser un peu les discours, soit sur les postures de réticence au changement, soit sur les questions d'héritage un peu dans les pratiques et les manières de faire. Comment est-ce que vous y prenez voilà, pour embarquer tout le monde dans l'aventure? Justement, en ne disant pas que c'est un changement. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, le futur n'est pas rupture. On capitalise sur ce qui existe. Et l'enjeu, c'est précisément de dire que le changement, finalement, il peut se faire au quotidien et il peut commencer par un changement à la marge. Parce que oui, on peut avoir un discours totalement un peu flippant, et ce n'est pas le rôle du CNRA. Hein, pour être très honnête, je suis contente que d'autres le tiennent, mais ce n'est pas le rôle que nous, on veut porter, de dire mais ça ne va pas du tout, il faut complètement changer de paradigme, il faut absolument tout changer. Non, ce n'est pas notre posture. Nous, on se dit qu'il faut justement faire ce fameux trait d'union entre l'ancien et le nouveau, entre le circuit court et le circuit long, parce qu'on va avoir besoin de circuits longs. L'une des questions qui m'était posée par un journaliste là, sur Arte dans le cadre de l'Inde, de la décision de l'Inde de fermer ses frontières, c'était est-ce que l'Inde était dans son rôle de fermer ses frontières? Mais j'ai envie de dire, c'est évident. Une mère de famille, elle commence par nourrir ses enfants avant d'aller nourrir ceux du voisin. Le rôle des pouvoirs politiques, c'est de commencer par nourrir sa population avant d'aller nourrir les voisins. Mais pour autant,
Et c'est tout l'enjeu et la responsabilité, le devoir moral aussi des gouvernements, c'est de pouvoir aussi venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est notre devoir moral, très clairement. Et donc, la France a bien réagi en voulant dire, mais l'Ukraine, l'Inde ne peuvent plus, on est producteur net de blé, on est grand exportateur, on a le devoir d'aller accompagner essentiellement les pays du Nord, Maghreb, hein, d'ailleurs, l'Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, qui sont vraiment des gros importateurs de blé. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi leur venir en aide? Du coup, je suis partie dans mon délire et j'ai oublié ta question. C'était comment on embarque les gens justement Ah, sur… comment est-ce qu'on les embarque? Oui, tout à fait, tu as raison. Et c'est pas de dire il faut passer d'un système à l'autre, c'est vraiment de dire mais regarde sur ton territoire, ouvre les yeux. Et c'est vraiment par la connaissance des acteurs, c'est par la connaissance des solutions, c'est par la connaissance des innovations qu'on va pouvoir combler les trous dans la raquette. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en France. On est un pays très riche d'un point de vue, à tout point de vue d'ailleurs, mais on est aussi un pays très riche en termes d'innovation, en termes d'adaptation, en termes de résilience. Et est-ce que la souveraineté française, la souveraineté agricole française, est-ce que ce ne serait pas, au lieu d'être un exportateur, l'un des plus puissants exportateurs de blé, ce ne serait pas plutôt d'être plutôt un exportateur de méthodes de résilience, d'adaptation? Parce que j'ai un autre exemple, l'Agence française de développement, que vous connaissez sans doute, a accompagné des pays d'Afrique, du golfe de Guinée pendant des années pour remettre en place des filières de sorgho ou je ne sais plus quoi, enfin une céréale locale. Mais derrière, les marchés de blé se sont structurés. Et évidemment, quand vous avez 10 000 tonnes qui arrivent au quart de la production nécessaire pour le local, bah, ça biaise le marché. Et évidemment, derrière, vous privilégiez l'exportation, l'importation. Mais justement, on assiste à la fois, c'est grave ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, le Covid, les événements climatiques, etc. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut se saisir de cette opportunité-là avec le renchérissement du coût de l'énergie? Parce que là, on a un espèce de bouclier fiscal en France, mais combien de temps ça va durer? Il y a déjà là l'annonce de l'Angleterre hier, 25% des bénéfices des producteurs d'énergie vont être fléchés vers les populations nécessiteuses. Donc, on va y arriver. De toute façon, on va y arriver. L'inflation est là. Donc, comment est-ce qu'on peut chacun se saisir de ce sujet-là, mais en partant de ce qui existe? Et quand il manque quelque chose, on lève la tête, collaboration territoriale, les solutions existent. Et c'est vraiment le propos qu'on porte. C'est d'être vraiment dans la désirabilité. Comment est-ce qu'on peut voir le verre moitié plein en se disant, mais en fait, voilà, mon problème, je l'ai identifié, mais il y a une solution plutôt que de réinventer la roue. Il y a beaucoup de collectivités qui se disent, bah, OK, j'ai fait mon étude, j'ai besoin d'une solution logistique. OK, bah, on va recréer une solution logistique. Mais ça prend une énergie folle, c'est très cher, il faut passer par des prestataires, il faut adapter, ça prend beaucoup de temps. Le territoire d'à côté ou la start-up d'en face, elle a déjà développé quelque chose, elle s'est déjà cassée la gueule 3 fois de suite. Comment est-ce qu'on capitalise sur ce retour d'expérience pour cibler directement la solution qui marche? Donc là, on a vraiment cette échelle de dire on va chercher à l'échelle nationale, on puise dans le réservoir en fait, potentiel de solutions qui ont été inventées territoire par territoire pour que chaque territoire puisse bénéficier en fait, on va dire, des innovations des autres et capitaliser le plus rapidement sur les retours d'expérience qui ont eu lieu et éviter de devoir réinvestir sur du temps long sur ces sujets. Alors, je me permets parce que du coup, tu as évoqué à l'instant quelque part, on va dire, une limite autour de la mécanique offre-demande autour des questions alimentaires. C'est-à-dire que, en fait, l'alimentation n'est pas un marché comme un autre. Clara Boudet pose une question sur la question en fait, morale autour des stocks, dans la mesure où certains pays en fait, n'arrivent pas. Et donc là, on renvoie un peu au questionnement que tu avais. On a un devoir moral de pouvoir être capable, quand on peut nourrir, bah, de ne pas forcément fermer ses frontières. Et la deuxième composante, c'est effectivement aujourd'hui l'aide alimentaire, ou en tout cas c'est cette tension qu'on perçoit entre, en fait, on commence par se nourrir soi et puis on nourrit quand on le peut les autres. Cette question de l'aide alimentaire, la manière dont on pense un peu en fait, le développement agricole, comment est-ce quelque part, on amène les territoires
à réfléchir de manière beaucoup plus aiguë à la cohabitation entre les filières courtes, sa capacité à se nourrir soi, et à sa capacité à nourrir aussi les autres, ou en tout cas à participer à un système alimentaire mondial, parce que comme tu l'as dit dans ton introduction, on est dans une logique de coopération, on doit réfléchir à plusieurs échelles. Et donc, je pense que cette question-là est loin d'être simple, parce que ça suppose, à l'échelle d'un territoire, d'articuler ces deux raisonnements de production. Comment est-ce que on peut l'appréhender en fait quand on parle de résilience alimentaire? C'est vraiment un sujet dur, ça, hein. Bah, oui, et en même temps, c'est pour ça qu'on existe. C'est vraiment pour ça qu'on s'est créé. L'idée, c'est pas de développer, la petite solution, la petite start-up innovante dans son coin et puis d'avoir, en face, Danone, Elior, ou je ne sais quelle grande coopérative agricole qui va, réinventer à grand renfort, d'argent parce qu'ils ont la capacité financière et la solidité, sur le long terme. L'idée, c'est justement de capitaliser sur ces petits génies qui inventent des trucs incroyables, mais qui n'ont pas la solidité, la bande passante, qui n'ont pas tout ce que peuvent avoir les grands groupes. Donc, en gros, comment est-ce que les filières courtes peuvent profiter des filières longues et vice-versa. Parce qu'ils ont chacun des choses à apporter. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe presque au quotidien au CNRA, et c'est extraordinaire. Enfin, franchement, quand j'organise une fois tous les 3 mois ce qu'on appelle les CNRA Pitch, qui est un peu en mode speed dating, présenter un peu ce que vous portez, et puis après, il y a 2-3 questions. C'est juste génial parce que ce que n'ont pas les grands groupes, c'est l'agilité, c'est la réactivité, c'est la facilité à passer, à tester, etc. Alors, je caricature, encore une fois, il y en a qui l'ont et qui le mettent en place, etc. Mais l'idée, et je peux vous donner quelques exemples, hein, comment est-ce qu'on fait ce lien donc, entre les circuits courts et les circuits longs? C'est justement en mettant en face de la solution le besoin. Donc, je vous donne un exemple, Sodexo. Sodexo, que vous connaissez forcément, a recréé en région parisienne une filière de blé dur, agroécologique et tout ce qui va très bien, pour pouvoir alimenter à hauteur de, je crois qu'on n'est pas loin de 100 tonnes, la restauration, enfin les clients Sodexo de région parisienne. Donc, ils sont repartis de la base. C'est quand même pas rien parce qu'ils ont été chercher les agriculteurs, et il y a un enjeu de transformation. Enfin, ils ont recréé la filière, logistique, etc. Et donc, c'est quand même assez colossal à mettre en place. En face, vous avez des porteurs de projets qui ont développé une toute petite industrie modulaire pour pouvoir faire de la transformation sur quelques tonnes et pas des milliers de tonnes ou des centaines de milliers de tonnes pour la grosse industrie agroalimentaire, et qui peut produire des pâtes, de la semoule, ce genre de choses. L'idée, c'est que, et c'est bien pour ça que d'ailleurs Sodexo est rentré au CNRA, c'est plutôt que de prendre le taureau par les cornes et de se dire du début jusqu'à la fin, il va falloir que je prenne mon bâton de pèlerin pour aller voir l'agriculteur machin, que je lui dise que c'est plutôt sous un format agroécologique que j'aimerais bien qu'il cultive, que moi je m'engage derrière à acheter 90 tonnes par an réparties, etc. L'idée, c'est plutôt de dire, je suis Sodexo, sur telle région ou tel territoire, je m'engage à acheter tant avec tel cahier des charges. Qu'est-ce qui s'en occupe en face? Eh bien, en face, il y a des gens. Et bien sûr qu'il y en a plein, parce qu'il y a des agriculteurs qui... alors ça, c'est un autre exemple, mais les agriculteurs, alors je ne suis pas experte, mais il y a une bande autour des grandes cultures qui n'ont pas le droit d'exploiter. Ce sont des normes. Et bien, cette bande-là, elle n'est pas suffisamment large pour faire de la grande culture, mais elle peut être très intéressante pour faire un peu de maraîchage, par exemple. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ce lien entre les deux? Il y a des agriculteurs qui se disent, voilà, moi, je sors X milliers de tonnes de je ne sais quoi, de betteraves, par exemple. J'aimerais bien garder 5% pour la transformer localement, mais je ne sais pas où acheter les machines, je ne sais pas comment ça marche, etc. etc. Il y a des solutions, il y a des porteurs de projets qui disent, en fait, moi, j'ai tout ça.
J'ai juste pas le foncier et pas la matière première. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer l'offre et la demande. Alors justement, peut-être, je vois là qu'on approche des 13 heures. Une dernière question, remarque, sur cette question entre l'offre et la demande, la rencontre entre des petits acteurs et des grands acteurs. Il y a une remarque de Bénédicte qui évoque euh, en fait la capacité à nouer des bonnes collaborations entre des grands groupes et des petits acteurs. En faisant en sorte que les intérêts réciproques des différentes parties soient préservés, notamment des plus acteurs. Donc là, on pense à des questions autour de la préservation du savoir-faire, de la propriété intellectuelle, le partage des marges aussi. Euh, et elle prend justement l'exemple du bio, qui visiblement ne permettrait pas, on va dire, un juste partage entre tous les acteurs de la chaîne. Comment, du point de vue du CNRA, alors, vous adressez cet enjeu-là quelque part, hein, qui est de dire de promouvoir un échange équitable dans la collaboration et s'assurer que on n'a pas une situation où des gros acteurs viennent piller l'inventivité, le savoir-faire et les capacités de production de plus petits acteurs. Très bonne question, merci Bénédicte. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple et que les quelques rares personnes qui m'ont dit non, le CNRA, j'y crois pas, c'était justement sur ce côté un peu utopique. Ma position, c'est que c'est vrai qu'on est un peu tôt sur le marché, entre guillemets. C'est que la résilience alimentaire aujourd'hui, c'est soit le sujet de quelques dogmatiques et on se dit, bon, bah, très bien, ils font leur truc dans leur coin, mais de toute façon, avant que ça passe à l'échelle, on n'y arrivera pas. Pour autant, ça fait 2 ans, 1 an et demi qu'on existe. La différence entre il y a 1 an et demi et aujourd'hui est colossale. Enfin, voilà, déjà, je suis devant vous et ta demande, c'est de parler de résilience alimentaire, Hugo. Donc, il y a une démarche intellectuelle qui arrive à vitesse grand V. Il se trouve qu'on a aussi cette histoire de la situation actuelle avec l'inflation, l'énergie, le marché international sur certains produits, les tensions qui vont arriver, les migrations climatiques qui vont arriver de plus en plus importantes, le dernier rapport du GIEC. Enfin, le contexte est éminemment porteur, entre guillemets, même si ce n'est pas très positif, mais en tout cas, c'est porteur pour le sujet. Et moi, ce que je vois, c'est que justement, on est encore tout le temps dans les silos. C'est-à-dire les grands groupes, ils parlent grands groupes, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe chez les petits, ou alors c'est juste pour les bouffer. Et ça, c'est vrai que ça se passe encore. Mais pour autant, et ça j'insiste là-dessus, je disais 1000 entretiens depuis 1 an et demi, il y a plein d'acteurs qui sont au contraire vraiment dans la volonté d'accompagner la transition, de se positionner sur la transition, et qui ne sont pas forcément dans le désir de bouffer tous les petits. Loin s'en faut. Et le positionnement du CNRA, c'est précisément d'être en quelque sorte en tiers de confiance pour faire le lien entre ces petits qui n'ont pas le désir d'être bouffés par les gros et les gros qui ont besoin de l'agilité des petits, de l'inventivité des petits et quelque part qui sont ravis d'avoir des petits qui vont pouvoir faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Et il n'y a pas que du greenwashing là-dedans. D'accord, donc on termine quand même sur une note plutôt d'optimisme. Les mentalités sont en train de changer et puis le sujet s'imposant jour après jour. De toute façon, on voit que les collaborations deviennent de plus en plus nécessaires en fait pour contribuer en tout cas au renforcement d'un modèle peut-être un peu différent de celui sur lequel on s'est appuyé ces dernières années. Alors, pour préserver la pause déjeuner de tout le monde, je vais devoir clôturer ce webinaire. Hermine, je tenais à te remercier pour ton témoignage et pour l'ensemble de tes travaux au sein du CNRA. Merci à tous les participants pour leur écoute et leurs questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous, on fera le travail un peu de mise en relation si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus sur différents sujets. Ce sera avec grand plaisir qu'on organisera tout cela. On vous fera parvenir un questionnaire de satisfaction. Donc, ça prend 2 minutes, mais pour nous, c'est très utile de façon à améliorer un peu ce format-là dans une logique d'amélioration continue. Et puis, n'hésitez pas tout simplement à consulter les réseaux du RENET sur LinkedIn ou sur le site Internet pour vous tenir au courant des prochains webinaires qui seront organisés dans les mois qui viennent.
Le replay il sera disponible sous peu et toutes les informations seront également disponibles sur les différents réseaux du réseau. Je peux terminer comme ça. Merci à vous et puis je vous souhaite du coup, de passer une bonne pause déjeuner.